Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. La classe politique nationale s'est retrouvée du 15 au 22 juillet dernier pour s'accorder sur un certain nombre de questions d'intérêt national à l'avant-veille des prochaines échéances électorales. Annoncé par le président du Faso depuis avril dernier, le dialogue politique s'est donc enfin tenu et s'est achevé sur une note de satisfaction des parties prenantes. À l'arrivée, en effet, des décisions consensuelles sur les chantiers de la sécurité, de la réconciliation nationale et du processus électoral. De dialogue politique, nous en parlerons à nouveau dans cette émission qui reçoit pour vous Adama Kéré. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste en psychopédagogie, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Ancien conseiller municipal de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, vous êtes également, depuis 2016, je crois, Oui. vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Serge Théophile Balima, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, ancien ministre, ancien ambassadeur, vous êtes professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication. Merci d'avoir répondu favorablement et une fois de plus à notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et merci de suivre à présent le 79e numéro de votre émission Périscope. La classe politique a fait honneur à notre peuple en discutant, oui, en discutant franchement et en toute responsabilité sur les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de ce dialogue. Ainsi s'est exprimé le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'issue du conclave qui a réuni pendant une semaine à Ouagadougou les partis de la majorité présidentielle et de l'opposition politique. Avant de parler avec mes invités de ce dialogue et des conclusions auxquelles il est parvenu, je vous propose de revivre l'économie des travaux dans ce reportage de Burkina Info signé Farida Elodi Sawadougou. Au terme d'une semaine de concertation, la classe politique burkinabé est parvenue à un consensus. Les échanges qui ont essentiellement porté sur le code électoral, les élections de 2020 et la situation nationale aura permis à chaque parti de faire des propositions. Les travaux se sont achevés avec un seul point non consensuel, celui relatif à l'utilisation de la carte consulaire biométrique comme document électoral. La révision à minima du code électoral avant les élections de 2020. 2. La relecture intégrale du code électoral après l'adoption de la nouvelle constitution. Sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. 1. L'installation des bureaux de vote dans l'enceinte des ambassades et consulats généraux et en tout autre lieu en accord avec le pays hôte. 2. La gestion du contentieux des listes électorales des Burkinabés de l'extérieur par le tribunal administratif de Ouagadougou après dépôt des recours à l'ambassade ou au consulat général du rattachement. La réconciliation et la cohésion nationale ont aussi meublé les échanges. À cet effet, des recommandations ont été formulées. Les participants recommandent la poursuite de la démarche de réconciliation nationale fondée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. Indemniser toutes les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, du coup d'État manqué de septembre 2015 et les victimes non indemnisées des crimes politiques et économiques depuis les indépendances. Lutter contre la stigmatisation des ethnies en l'érigeant en délit et rechercher les solutions de résolution des conflits communautaires. Et le président du Faso se satisfait de l'ambiance générale qui a prévalu au cours de ce dialogue. Il rassure par ailleurs que les concertations se poursuivront. La classe politique a fait honneur à notre peuple en discutant franchement et en toute responsabilité sur les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de ce dialogue. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons les conclusions de ce dialogue, expression de notre commune volonté de bâtir une nation unie, démocratique et prospère. Les travaux du dialogue politique s'achèvent, mais les portes des échanges et des concertations restent largement ouvertes.
Notons que les participants ont validé le maintien du calendrier électoral conformément aux dispositions constitutionnelles avec des élections couplées présidentielles et législatives en 2020 et les élections municipales en 2021. Un comité de suivi composé de 9 membres a par ailleurs été installé par le chef de l'État pour la mise en œuvre des conclusions des travaux. L'économie de ce dialogue politique a une exception près. Donc le dialogue politique, c'était un dialogue de consensus. Comment avez-vous accueilli, M. Kéré, les conclusions de cette concertation entre différentes composantes de la classe politique nationale? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir invité la CENI sur ce plateau pour échanger sur ce dialogue politique qui a forcément des implications sur le processus électoral. Voilà. Alors, ce dialogue national politique plutôt, je dirais qu'il était attendu par toute la population burkinabé. Et nous, techniciens des élections, j'avoue que nous attendions fermement ce dialogue politique parce que cela va nous permettre de mieux orienter nos actions dans l'organisation des élections à venir. Donc, avant ce dialogue, vous étiez, pour ainsi dire, un peu bloqué? Bon, je ne peux pas dire que nous étions bloqués. Nous avions un certain nombre de questions que nous nous posions. Et ces questions, justement, étaient en discussion au moment même du dialogue politique. Nous avons suspendu nos travaux pour attendre les conclusions du dialogue politique avant de continuer. Donc, il y a un certain nombre de points qui se recoupent. Et je suis heureux, et la CENI aussi, et toute la CENI est heureuse de savoir que certaines de nos préoccupations ont été tranchées par le dialogue politique. Donc la CENI est, elle également, satisfaite des conclusions de ce dialogue? La CENI peut s'estimer satisfaite parce que justement, comme je l'ai dit, une partie de nos préoccupations ont été prises en compte. Pas toutes? Bon, il y a des problèmes techniques qui doivent être réglés par la CENI elle-même et non par aucun autre acteur. Donc, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Serge Théophile Balima, il y avait beaucoup d'appréhension avant l'ouverture de ce dialogue. Au surplus, il a souligné, ce dialogue était attendu depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Il a été annoncé depuis avril 2019, on est en juillet. Le Burkina politique a-t-il finalement vaincu une première fatalité de ce point de vue-là? Oui, je pense qu'on peut le dire ainsi, hein, parce que il y avait un pessimisme ambiant autour de cette affaire et beaucoup de gens très avertis doutaient que cette classe politique ait les aptitudes nécessaires pour arriver à un consensus aussi raisonné. Je crois que tous les observateurs de la scène politique burkinabé, tous les citoyens plus ou moins analystes, sont d'avis qu'on n'est pas venu à un consensus qui satisfait plus ou moins toute la classe politique. Donc de ce fait-là, on peut se réjouir que nous puissions maintenant entamer une nouvelle phase dans notre processus politique, fondée quand même sur un minimum de consensus raisonnable. Un minimum de consensus raisonnable, il faut se rappeler en effet que l'opposition avait indiqué, bien avant la tenue effective de ce dialogue, que je cite, elle ne se prêtera pas à une action de marketing politique et qu'elle ne comptait pas y participer, nouveau Dixit, sans qu'il n'y ait des solutions concrètes aux problèmes des Burkinabés. Fin de citation. Au regard des différentes réactions, je reste avec vous, Serge Théophile Balima, peut-on dire que le marketing politique redouté n'a pas eu lieu et que les solutions consensuelles envisagées concrètes constituent des réponses concrètes aux problèmes des Burkinabés aujourd'hui? Bon, en termes de marketing politique, moi je dirais que l'opposition comme la majorité a fait son marketing politique dans cette affaire. Cependant, j'observe que les recommandations qui en sont sorties me semblent un nombre pléthorique. Ça me fait douter de la capacité des pouvoirs qui sont interpellés à pouvoir mettre en œuvre toutes ces recommandations. Je comprends qu'il y ait eu une pléthore de recommandations parce que ça a été en fait une sorte de concession réciproque, de comportement avenant les uns vis-à-vis des autres, chacun tenant à une recommandation, deux recommandations. On a fait en fait un assemblage de recommandations qui honnêtement
ne pourront pas être réalisées dans leur majorité. Et on a voulu faire dans le politiquement correct? En quelque sorte. Mais je ne suis pas sûr que la mise en œuvre ce soit vraiment parfaitement réussi. Ça va être un peu difficile. Je crois qu'ils auraient pu, et ils auraient même dû, en tant qu'observateur externe, s'en tenir à 5 recommandations. Et je comprends que ce soit difficile, mais c'est comme ça qu'on avance. Parce que la situation du pays elle-même n'interpelle pas sur tous les fronts pour qu'on en arrive justement à cette pléthore de recommandations. Oui, mais il faut savoir sélectionner. Je crois que la politique, c'est aussi l'art de faire des choix en fonction des circonstances et en fonction des priorités. Et je crois que là où je trouve que c'est un point faible, c'est qu'on n'a pas hiérarchisé en fait les actions, les recommandations. Il aurait fallu les hiérarchiser. Et moi, je crois que tout ce qui tient dans ce qu'on appelle le manipule, c'est-à-dire dans les mains, dans les 5 doigts de la main, me semblait être convenable pour pouvoir exécuter ça rapidement. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Espérons que ce comité travaillera à affiner tout ça et à hiérarchiser, comme vous dites. En ce moment, on aura un chronogramme clair et précis de ce qui passe avant quoi. Globalement, les travaux de ce dialogue ont porté sur 2 axes, le code électoral et les élections de 2020 d'une part, et ensuite la situation nationale d'autre part. Avant d'aborder ces questions électorales, dites-nous, M. Kéré, comment va la CENI aujourd'hui? La CENI se porte bien. Aujourd'hui, la CENI se porte bien. C'est vrai qu'elle s'est toujours bien portée, mais bon, à un moment donné, il y a eu des zones de turbulence que la CENI a traversées. Bon, pour nous, c'était des zones de turbulence. Ce n'était pas une crise comme cela a été amplifié au niveau des médias, parce que pendant cette période, on travaillait toujours, on se parlait. Et vous savez... Mais les zones de turbulence peuvent s'avérer fatales si on ne sait pas bien les gérer, si le pilote n'arrive pas à mettre le cap là où il faut, à s'élever, à les éviter. Oui, vous savez, les commissaires de la CENI ont été des personnes assez responsables pour pouvoir se parler, parce que la CENI, c'est une institution de l'État qui a une mission, et les commissaires de la CENI ne peuvent pas se permettre de mettre à mal le processus électoral par des querelles. Moi, je pense que c'était juste des divergences sur le fonctionnement et le choix de certaines options. Mais on a passé ce cap depuis un certain temps. J'avoue que nous travaillons, et la preuve, c'est pas moi que vous avez invité, c'est la CENI que vous avez invité, et le président ne pouvant pas être là, m'a demandé de le représenter ici. Et ce qui est très bien, donc vous nous rassurez, la crise ou les zones de turbulence sont complètement derrière nous. Bien sûr. Et la CENI travaille en bonne intelligence, tous les commissaires sont sur la même longueur d'onde, c'est tant mieux. Où en est donc la CENI aujourd'hui des préparatifs des prochains scrutins? Comment compte-t-elle gérer le calendrier à présent que le consensus s'est fait sur la quasi-totalité des positions de blocage? J'appelle ça comme ça. Vous me direz si c'est blocage ou pas. Alors, la CENI, disons que depuis 3 ans que nous sommes installés, nous avons hérité d'un agenda assez chargé, disons-le, parce qu'il faut organiser les élections couplées de 2020. Il y a... Couplées, c'est législative et présidentielle. Et il y a les élections municipales de 2021. Et vous savez, la particularité de notre mandat, c'est de faire voter pour la première fois nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Et vous voyez que c'est un grand chantier pour nous. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons commencé à réfléchir sur tout ça. Et j'avoue que depuis ces 3 ans, nous ne chômons pas. C'est vrai que quand on ne connaît pas très bien une institution comme la CENI, on a l'impression que rien ne se passe en dehors de justement, période. Pour nous autres, rien ne se passe, ça ne bouge pas. Voilà, justement. On a juste assisté à quelques sorties, à quelques missions par-ci, par-là, que certains ont d'ailleurs jugées dispendieuses. Oui, bon, c'est vrai que ça a été une mission qui a suscité beaucoup de polémiques. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas su expliquer aux médias l'intérêt, l'importance de ces missions effectuées par
les commissaires de la CENI. C'est vrai, nous avons rencontré la classe politique, nous leur avons expliqué. Et il y a un rapport qui est là et je crois que les acteurs politiques se sont inspirés de ce rapport-là pour opérer certains réajustements sur les opérations au cours de ce dialogue-là. Voilà. Alors, Serge Théophile Balima, est-ce que vous sentez la CENI à l'œuvre? Qu'est-ce que vous attendez, vous, finalement, d'une CENI indépendante qui doit organiser dans quelques mois seulement ces élections cruciales? Bon, moi, je pense que le silence relatif de la CENI ne me gêne pas. Je pense que souvent, il vaut mieux bien travailler en silence que de faire beaucoup de bruit. Je crois que désormais, la CENI a une feuille de route qui est plus que jamais très claire et elle a un grand défi à relever, c'est le vote de nos compatriotes de l'étranger. Et il faut saluer, c'est la première fois que dans notre histoire, les Burkinabés de l'étranger vont pouvoir participer au choix du président du Faso. Je crois que c'est une innovation majeure qui est tout à fait en l'honneur de la classe politique burkinabé, mais aussi c'est un défi pour la CENI qui doit réussir cet exercice-là avec beaucoup de clarté et beaucoup de rigueur. Alors j'ai observé aussi qu'au niveau du dialogue politique sur ce point-là, il y a eu quand même une évolution aussi. On ne va plus seulement voter dans les consulats et dans les chancelleries diplomatiques, mais on va également solliciter au niveau du pays d'accueil des espaces où les citoyens burkinabés pourront aller accomplir leurs devoirs civiques. Je crois que tout cela est une évolution que je trouve très favorable. Il faut souhaiter que tout se passe bien. En tout cas, on vous regarde, vous avez une grande responsabilité. Faites en sorte que tous les Burkinabés soient fiers de vous et je ne doute pas que vous allez réussir votre mission. On ne doute pas que vous allez réussir. D'ailleurs, le dialogue politique a décidé de faire relire le code électoral une nouvelle fois, à minima, dit-on, avant les scrutins de 2020. C'est donc un passage obligé. Oui, c'est un passage obligé parce que, vous savez, la classe politique s'est entendue sur un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre désormais en compte dans l'organisation des élections. Et cela impose une relecture naturellement du code électoral. Alors vous savez que la CENI, les activités de la CENI sont toujours encadrées par un cadre légal. Et alors, donc si dans le code électoral, on nous demande... Qui est votre Bible en quelque sorte. Voilà, qui est notre Bible, qui est là d'ailleurs. Alors, donc si on nous demande d'organiser des élections au sein des ambassades ou des consulats généraux, nous n'avons pas le droit d'occuper une école pour installer un bureau de vote. Donc vous voyez que de ce dialogue-là, il y a beaucoup de choses qui ont été... Maintenant, vous pouvez, on vous en donne l'autorisation à condition, évidemment, que ce code soit bientôt révisé à l'Assemblée nationale. Oui, nous espérons que ce code-là soit révisé dans les meilleurs délais pour nous permettre justement de dérouler notre agenda. Parce que je viens avant de rentrer dans le studio, j'ai appris justement qu'il y a un décret qui a été pris en Conseil des ministres qui autorise l'enrôlement de nos compatriotes. La révision des listes électorales à partir du 1er janvier. Alors cela suppose que le cadre légal qui a été défini par le dialogue politique là, soit pris en compte dans le code électoral pour nous permettre de travailler. Alors justement, comme vous parlez d'agenda, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le temps est donc suffisant, que vous avez la latitude de rapidement dérouler un chronogramme d'action pour être au rendez-vous de octobre ou de novembre 2020? Alors, je vous ai dit que nous travaillons depuis 3 ans, nous sommes tout le temps prêts. Et vous savez, nous nous attendions à tous les scénarios possibles. Nous sommes à notre 4e ou 5e chronogramme. Chaque fois, nous sommes obligés de réajuster. Et rien que hier, on échangeait encore sur le nouveau chronogramme. Maintenant, les choses sont claires. Je crois que nous allons pouvoir travailler. Mais vous savez aussi que la CENI ne peut pas se déployer tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Notamment financières. D'abord, il faut le décret qui autorise la CENI soit à faire l'enrôlement, soit à organiser un scrutin. Alors en plus de cela, vous savez bien que la CENI a besoin de ressources
pour gérer ces élections-là. On va parler des ressources. Vous le soulignez bien tout à l'heure, le gouvernement semble vouloir aller très vite dans la mise en œuvre de ce qui a été décidé. Un décret a déjà été pris ce 25 juillet en Conseil des ministres. Dans ce sens, ce décret doit donc statuer sur la révision des listes électorales. Il y a tout le travail à faire en amont, donc pour que ça soit ainsi. Et c'est également ici qu'intervient le seul point d'achoppement de cette concertation politique, c'est Théophile Baliban, l'utilisation de la carte consulaire biométrique comme document électoral. L'opposition y tient, mais la majorité est contre. Comment tranche-t-on finalement cette question? Ça tombe sous le coup de la chose jugée? Bon, ça c'est du ressort, c'est du jeu politique. Vous savez, les politiciens, enfin on va dire plutôt les politiques, ce sont des grands calculateurs. Bon, il y a dans ce cas de figure-là, évidemment, des retombées, des estimations. Mais là où je pense que les gens se trompent, je crois que tout le monde se trompe sur ce point-là, c'est de penser qu'en réalité, on peut caporaliser, on peut contrôler le vote des Burkinabés de l'étranger. Je crois que tout le monde se trompe là-dessus. Personne ne peut présager du comportement de nos compatriotes à l'étranger. S'ils seront pour la majorité ou de l'opposition, c'est extrêmement difficile à prévoir. Je crois que c'est une zone vraiment inconnue, mais chacun pense que bon, il peut tirer la couverture de son côté, mais en réalité, pour moi, tout le monde se trompe. Parce que le Burkinabé qui va à l'étranger, son tableau mental change beaucoup par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. À l'intérieur. Ah oui, parce qu'ils sont obligés de se battre d'une certaine manière. Et puis, ils ont vraiment une autonomie morale par rapport à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, nul ne peut présager de ce qui pourrait advenir du vote des Burkinabés de l'étranger. Je crois que tout le monde se trompe là-dessus. Alors, on révise un peu nos leçons aujourd'hui avec ce dialogue politique. Quel est le point sur cette situation? Je veux dire, quels sont les documents autorisés pour aller voter en 2020? Alors déjà, il y a la phase d'enrôlement sur le fichier électoral Qui va commencer le 1er janvier. Et pour l'enrôlement sur le fichier électoral, le code électoral nous dit qu'il faut présenter soit une CNIB, soit un passeport valide. Alors, donc ce sont ces deux documents qui sont retenus dans le code électoral aujourd'hui. Dans l'ancien code, enfin pas l'ancien, c'est l'actuel en attendant d'être en attendant la révision à minima, voilà, c'est ça? Il avait été dit que la CENI ne délivrait plus de carte d'électeur, mais de récépissé à l'électeur qui se faisait enrôler. Toutefois, le récépissé n'était pas un document de vote. Il devait voter avec le document qui a servi à l'enrôlement. Alors, après le dialogue politique, il a été retenu que le seul document que l'électeur va présenter dans le bureau de vote pour voter, c'est la carte d'électeur. Ce qui veut dire que la CENI va maintenant continuer à délivrer les cartes d'électeurs et ça sera le seul document jusqu'en 2021. Je crois que c'est ce qui est ressorti du dialogue politique. C'est ce qui est ressorti, donc on va tous réviser les leçons pour être à jour et essayer de tenir ce pari-là. Cette élection a ceci de particulier, nous l'avons dit, que pour la première fois, les Burkinabés de l'extérieur prendront part au scrutin. C'est un gros défi, Adama Kéré. Ah oui, c'est un gros défi parce que vous savez, le vote des Burkinabés vivant à l'extérieur est un peu une inconnue pour même la CENI. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune idée précise du potentiel électoral de l'extérieur. Et aurons-nous 1 million d'électeurs inscrits, 2 millions, 3 millions, 500 000, 200 000, nous n'en savons rien. Donc c'est juste des projections que nous faisons. C'est seulement à l'issue de l'enrôlement que nous aurons une idée précise. Et au regard du potentiel électoral, la CENI va réajuster le dispositif que nous avons déjà réfléchi pour permettre à nos compatriotes de voter
sereinement. Alors, M. Kéré a évoqué tout à l'heure la question du nerf de la guerre. Les politiques se sont également accordés sur, je cite, la prise de dispositions réglementaires et financières nécessaires par le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement prendra donc ces dispositions pour rendre la CENI opérationnelle. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, forcément, sinon la CENI ne peut pas travailler si elle n'a pas les ressources pour agir. Donc je crois que ça c'est la moindre des choses. C'est tout à fait normal. Oui, mais justement, est-ce que cela veut dire, Adama Kéré, que ces mesures n'ont pas été prises jusque-là? Bon, vous savez, les événements suivent une certaine chronologie. Il faut déjà un décret qui met en route la CENI par rapport à l'organisation des élections. Et puis bon, quand le gouvernement prend un décret, c'est qu'il il sait que les moyens seront mis à la disposition de la CENI pour travailler. Donc pour nous, à la CENI, le décret, ce n'est pas un simple acte administratif. Ça a des implications qui est de... c'est le top départ de tout. Voilà, de mobiliser les ressources et les mettre à la disposition de la CENI pour qu'elle puisse travailler. Alors ça veut dire aussi que chacun était un peu dans ses calculs en attendant que ça se décante avant qu'on ne délie les cordons de la bourse. Bon, jusque-là, je ne pense pas que la CENI ait reçu quoi que ce soit par rapport à ce décret. Le décret vient de tomber. Nous attendons les jours qui suivent là pour constater les faits. Mais notre souhait plutôt, c'est que le gouvernement mette à notre disposition le plus tôt possible ces ressources-là pour que nous puissions travailler. Parce que les activités d'enrôlement vont démarrer à partir du 1er janvier. Mais en amont, il y a déjà du travail à faire. Parce que vous savez qu'on va faire l'enrôlement avec des appareils, des kits d'enrôlement, et il en faut des milliers. Et donc vous savez que... Et il faut les acheter ou il faut les louer? Non, il faut les acheter. Alors, Serge Théophile, cela veut dire que le gouvernement a le dos au mur. Il faut rapidement régler ces questions financières si on veut être au rendez-vous de l'enrôlement qui est déjà annoncé pour le 1er janvier. Ben, je pense qu'il fera tout pour être au rendez-vous parce que ça s'impose. Sinon, on va être dans l'illégalité et je pense que le gouvernement mesure très bien l'importance de ces enjeux, de ces calendriers, et je pense qu'il mettra toute son imagination en œuvre pour trouver les ressources pour que la CENI puisse fonctionner. On se rappelle d'ailleurs que le président de la Commission électorale nationale indépendante avait rencontré les partenaires techniques et financiers du Burkina. C'était le 17 mai dernier pour un échange sur cet important rendez-vous de la vie institutionnelle de notre pays. Rappel en son et en image de cette prise de langue entre la CENI et les PTF dans ce compte rendu d'Abel Yarbanga de la rédaction de Burkina Info. Il y a aussi la question du vote des... Le président de la Commission électorale nationale indépendante et son équipe s'activent pour le bon déroulement de l'élection présidentielle de 2020. Les partenaires techniques et financiers sont donc sollicités pour une contribution appréciable à la tenue correcte de cet important rendez-vous électoral. Pour qu'un électeur vote au Burkina, il faut pour chaque électeur dépenser 6 700 francs. Si vous avez 8 millions d'électeurs attendus, vous multipliez les 6 700 francs par 8 millions, vous retrouvez avec environ 52 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser. Évidemment, les élections, c'est une action de souveraineté. Mais cela n'empêche qu'on peut demander aux partenaires techniques et financiers du Burkina de nous aider dans la mesure du possible de ce que nous ne pouvons pas faire. L'élection de 2020 se tiendra dans un contexte particulier, marqué par une situation socio-sécuritaire difficile et un paysage politique aussi fragmenté qu'en 2015. À cela s'ajoute le vote des Burkinabés de l'extérieur, une première expérience pour la CENI. Selon les chiffres que la CENI a pu regrouper et sur lesquels nous travaillons, et d'ailleurs sur lesquels nous sommes totalement en concordance avec les affaires étrangères, c'est que nous aurions à peu près 7,5 millions à 8 millions de Burkinabés à l'étranger, avec un électorat potentiel estimé entre 2,6 millions et 3 millions. 50% de cette diaspora et 50% d'électeurs potentiels de cette diaspora se trouvent dans un seul pays. Voilà donc le contexte
difficile, en tout cas particulier, dans lequel les élections de 2020 vont s'organiser. Cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers devrait donc contribuer à la réussite des élections de 2020. Rencontre donc entre la CENI et les partenaires techniques et financiers pour gérer la question du nerf de la guerre. Qu'est-il finalement sorti de cette rencontre, Adama Kéré? Alors, c'est vrai, l'élément que vous avez montré fait état d'une rencontre de la CENI avec des partenaires techniques et financiers. Il y en a eu d'autres? En mai, il y en a eu d'autres. En fin juin, la CENI a travaillé avec la division élections des Nations Unies par 2 fois. Et les objectifs de ces missions, c'est quoi? Ce sont des missions d'évaluation des besoins. Alors nous avons décliné à ces différentes missions et à ces différents partenaires quels étaient les besoins de la CENI pour organiser avec sérénité les élections de 2020 et les élections municipales de 2021. Alors ce que nous retenons, c'est que les partenaires sont disposés à accompagner l'État burkinabé. Je ne veux pas dire directement la CENI, mais parce que l'État burkinabé a organisé les élections à travers la CENI. Donc, pour nous, ces rencontres se sont soldées par des notes de satisfaction énormes. Des notes de satisfaction, pas de 52 milliards de francs CFA? Bon, vous savez, actuellement, on est à des estimations. C'est selon les différents scénarios qui se projetaient. Maintenant que nous avons un calendrier assez clair, nous allons revisiter ces différents budgets-là, mais je pense que les choses ne vont pas changer. Ça sera dans le même ordre. Véritablement, quoi. Alors, Serge Théophile Valima, les partenaires techniques et financiers, que l'on sollicite toujours d'ailleurs, sont disposés à nous accompagner lors de ce rendez-vous crucial. N'est-ce pas tout de même un problème qu'on soit obligé de compter sur les autres chaque fois pour organiser les élections qui sont du domaine de la souveraineté? C'est effectivement un problème pour les États africains. Beaucoup sont dans cette situation-là et ça pose effectivement des problèmes de souveraineté. Il faudrait qu'on travaille, c'est comme la question de l'Union africaine qui se trouve dans cette situation où souvent une bonne part du budget est financée par la coopération avec le monde occidental. Il faut qu'on sorte de ce tunnel-là si nous voulons nous affirmer. Mais pour en sortir, à mon humble avis, il faut qu'on revoie la conception même de nos élections. Vous savez, il y a quand même une charge culturelle. Peut-être que souvent, les systèmes d'imitation des modèles qui sont vendus, labellisés, tout au moins, entre guillemets, par les puissants du jour, font que nous sommes obligés d'entrer dans un processus qui ressemble à ce qui est convenu, si vous voulez, à l'échelle dite internationale. Il se trouve que notre force de frappe ne nous permet pas de remplir les conditionnalités telles que définies par l'extérieur. Donc nous sommes un peu en porte-à-faux dans cette situation-là, mais je pense que nous devons... Il faut repenser les élections, repenser la démocratie. Repenser les formules, les méthodes, les outils et les techniques. Je crois que on peut réfléchir et trouver des solutions, mais souvent aussi, nous avons une sorte de paresse, non seulement intellectuelle, mais il y a aussi le fait que on se laisse embarquer par ce qui existe déjà et on ne veut pas imaginer des solutions nouvelles. Je fais allusion par exemple du temps de Thomas Sankara, les élections ne coûteraient pas aussi cher parce que son système était rudimentaire, très simpliste. Vous montez sur des barriques pour les candidats et ceux qui veulent voter... Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui? Bon, évidemment, non. C'est un exemple que je donne pour dire que... Je veux dire, même si Thomas Sankara était toujours là, il aurait fait évoluer la formule. Mais non, sûrement. Il allait perfectionner la formule. Parce que ça, c'était une formule de départ, mais on allait perfectionner la formule. Mais il nous faut réfléchir à trouver des méthodes qui soient endogènes et qui nous permettent d'aller vers aussi la démocratie. Sinon, lorsque vous faites... les systèmes de photocopie, vous n'aurez jamais le label de l'original, malheureusement. Donc il faudrait que on puisse trouver des voies à nous qui nous permettent de gérer les contraintes financières qui pèsent énormément sur notre démocratie. Il y a des pays qui font 10 ans
ils ne peuvent pas organiser des élections. Ils sont obligés chaque fois de reconduire, renouveler les mandats de députés, etc. parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le faire. Alors ça fait un peu... Bon... Voilà, ça fait un peu mauvais genre et puis la photocopie ne vaut pas l'original. Nous devons travailler à réinventer notre modèle, ou en tout cas à l'inventer, à le repenser, à repenser ce qu'on fait actuellement pour trouver des pistes de solutions. En tout cas, la question du référendum, elle aussi, n'est pas encore complètement tranchée, ou plutôt, il revient au président du FASO de choisir de façon discrétionnaire une date pour son organisation. Et dans la mesure où le principe de l'adjointe aux élections déjà couplées de 2020 est rejeté, les finances publiques seront donc à nouveau mises à rude épreuve au moment où le pays a grand besoin de ressources sur le front de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, notamment Adama Kéré. Alors, vous savez, la CENI ne décide pas du calendrier électoral. Et cette décision est prise à un autre niveau. Nous, lorsque le chef de l'État se prononcera sur le calendrier du référendum, nous n'avons qu'à nous mettre à la tâche pour organiser ce référendum. À condition qu'on vous donne les moyens de le faire. Les moyens. Une fois encore. Vous savez bien que... Non, la CENI, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à la mise à disposition de la CENI des moyens. Mais c'est surtout le moment. Ce serait bien pour nous, en tant qu'institution qui organise les élections, d'avoir ces moyens-là plus tôt, ce qui nous permettrait de travailler. Vous savez très bien que organiser les élections, c'est éprouvant et c'est méticuleux. Il ne faut rien laisser au hasard. Et c'est lorsque on fait les choses à la dernière minute que il pourrait y avoir quelques frictions par-ci, par-là. C'est pour cette raison que nous plaidons encore pour avoir les moyens à notre disposition le plus tôt possible pour dérouler cet agenda qui est, à mon avis, connu maintenant. Alors, Serge Théophile Balma, normalement, si référendum il doit y avoir, ce référendum devrait intervenir avant les élections législatives couplées, les élections couplées législatives présidentielles de 2020. Ça veut dire qu'également, les citoyens seront mis beaucoup à contribution pour aller aux urnes. Parce que je vois mal ce référendum intervenir après ces échéances, puisqu'il doit dessiner une nouvelle république, et donc le nouveau président qui sera élu en octobre ou en novembre 2020 sera élu sous le sceau, sous le signe, sous le symbole de cette 5e république. Probablement, c'est ce qui va se passer, je pense, ce qui va se passer. Mais comme le référendum est un scrutin à consensus, à large consensus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que j'entrevois dans ce chronogramme-là, qui me paraît un peu, bon, j'allais dire, un référendum à consensus, on dit à tout le monde, il faut voter. 6 mois après ou 3 mois après, on dit non, il ne faut pas que vous votiez pour X, il faut voter bon. Alors, ça fait un peu bizarre. Je crois que... Et là, je pense que le président Kaboré a là une opportunité dans ses mains. C'est-à-dire que plus le référendum à consensus se rapprocherait des prochaines échéances, plus évidemment, il va neutraliser en termes de communication le système, on va dire, politique électorale. Là, vous êtes dans la stratégie politique. Oui, c'est clair. Mais maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, il verra comment il va faire. Et là, l'opposition, à ce moment-là, ça ne sera pas simple. Ça, c'est... Mais elle sait ce qu'elle cherche. Donc, on ne peut pas préjuger. Et on sait que personne n'est naïf dans ce système-là. Donc, l'opposition aussi a ses calculs. La majorité a ses calculs. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, vous avez dit que c'était un consensus raisonné. Moi, j'avais indiqué que c'est un calibrage raisonné des contours de l'organisation des prochaines échéances électorales, en espérant qu'aucun grain de sable ne vienne gripper la machine, mais acceptation également lors de ce dialogue du moule dans lequel doit se couler le béton de la réconciliation. Et le rapport l'a bien souligné, cette démarche doit se poursuivre sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. Adama Kéré. Bon, vous voyez très bien que je suis mal à l'aise pour aborder cette question. Non, mais sur la forme, le dialogue politique dit
réconciliation, d'accord, mais sur le modèle vérité, justice et réconciliation. Oui, bon, c'est un point consensuel et tant mieux quoi. Alors si la majorité politique l'a souhaité et que l'opposition l'a souhaité, ben, je ne peux que saluer justement ce point de consensus-là. Si c'est ce qui peut nous permettre justement d'aller vers la réconciliation, ben, c'est tant mieux. Alors, Adama Kéré a un droit de réserve, on le comprend, mais nous on va parler quand même de cette réconciliation. On a parfois l'impression, Serge Théophile Balima, que chacun peint la réconciliation avec ses propres pinceaux et selon ses propres couleurs. La réconciliation dont discutent les politiques est-elle donc la même que celle que souhaite l'éleveur de Dori ou l'agriculteur de la Boku du Mouvement? Non, sûrement que non. Et même la classe politique a une compréhension qui n'est pas homogène. Hein. Et la compréhension est hétérogène. Ça dépend du positionnement de chacun, des calculs parfois sibyllins que certains ont par rapport à la réconciliation. Et puis aussi en fonction de si vous avez été une victime de longue durée pendant une certaine période, vous n'allez pas avoir la même lecture de la réconciliation que quelqu'un qui n'a jamais perdu un frère, une sœur, un père dans sa famille. Les gens n'ont pas le même comportement. Il ne faut pas se leurrer. Le mot réconciliation est un mot valise dans le contexte actuel qui demande à être clarifié. Et on doit même aller vers une clarification des concepts. Parce que ce que les gens appellent vérité, bon, c'est laquelle? Parce que la vérité des hommes, c'est encore une vérité... à géométrie variable. À géométrie variable, parce qu'il y a des prismes déformants qui se rapportent à cette vérité selon que on voit loin, on voit court, on ne voit pas, etc. Bon, effectivement, c'est pas la même chose. Et réconciliation aussi, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui poursuivent des biens matériels dans cette histoire, qui veulent dire, voilà, je dois être dédommagé, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être dédommagés. Bon, donc il y a des surenchères dans cette affaire-là, si bien que c'est un panier à crabes, de mon point de vue. Et comment on fait pour avoir voilà, une identité de vue sur cette question, pour savoir comment on y va, c'est quoi... évidemment, le dialogue politique a cité un certain nombre de choses à faire dans ce cadre-là, avec des dédommagements, avec des désintéressements, etc. Donc, comment on s'accorde sur ce processus de réconciliation dont la CENI a également besoin pour pouvoir organiser sereinement les élections? Bon, je pense que c'est toujours possible, mais le problème c'est quoi? C'est l'élévation d'esprit. Sommes-nous capables de nous élever au-dessus, j'allais dire, de nos petits instincts stratégiques? C'est ça le problème. C'est pas évident. C'est pas évident et c'est ça qui coince toujours. Voilà. C'est ça qui coince toujours. La CENI a quand même besoin de réconciliation pour organiser sereinement les scrutins à venir. Ah oui, vous avez raison de le dire parce que un scrutin est organisé de façon réussie et de façon transparente, de façon crédible lorsque l'environnement lui-même s'y prête. Si la CENI doit organiser des élections dans un environnement avec beaucoup de tensions, vous savez que cela peut réjaillir sur les opérations électorales. Donc notre vœu, c'est que si ce triptyque vérité, justice et réconciliation peut apaiser les tensions et permettre à la CENI d'aller sereinement vers les élections, ben, ce serait vraiment tant mieux, quoi, comme je l'ai dit. Ce serait une bonne chose. Plusieurs points ont été abordés dans ce deuxième volet concernant la réconciliation. Il y a bien entendu l'aspect réconciliation nationale, mais il y a également des aspects liés à la situation sécuritaire, à l'unité nationale, à l'autorité de l'État, à la cohésion sociale et au civisme. Alors tout cela est on ne peut plus important. Il y a urgence, vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, Serge Théophile Balima, à reformater, à réarmer nos mentalités. Oui, absolument, mais c'est un vaste chantier. Exactement. Parce que il faut dire que, vous voyez, de mon point de vue, nous avons tort de souvent penser que l'histoire, c'est fini. Mais pour moi, l'histoire est au présent. L'histoire est au présent et le présent est également dans le futur. Ça dit que lorsque nous analysons la situation au Burkina, il ne faut pas croire, quand les gens disent plus rien ne doit être comme avant, c'est un slogan, en politique ça se vend bien, mais dans la réalité, l'histoire est au présent. Donc si on veut faire cette césure, cette ablation
que certains recommandent, comme on ferait une chirurgie, on peut tomber facilement dans la dictature sans que les gens ne s'en rendent compte. Parce que le passé, il est toujours tentaculaire. C'est ça. Et si vous voulez couper toutes les veines, couper les artères de l'histoire dans leur totalité, vous basculez sans vous rendre compte dans une forme de dictature, plus ou moins douce, plus ou moins violente, mais en tout cas vous allez y être sans vous en rendre compte. Alors il faut aussi se dire que par rapport à cela, nous avons le poids de l'histoire. Et le poids de l'histoire, nous sommes tous responsables. Il faut que les citoyens comprennent que ce qui arrive dans ce pays-là, je n'aime pas qu'on dise toujours c'est la faute d'un tel, c'est la faute. Non, c'est la faute de l'ensemble des citoyens. Ouais. Il faut que nous soyons collectivement responsables. Si quelqu'un a pu faire, j'allais dire 31 ans au pouvoir, c'est comme ça que je vois le règne du président Compaoré, c'est parce que les Burkinabés l'ont supporté, l'ont accompagné, lui ont pardonné, c'est vrai, l'ont accompagné, bon évidemment, et dans la durée, il y a des avantages, mais il y a forcément des inconvénients que nous devons supporter aujourd'hui. Donc il faudrait que les gens qui demandent parfois des retours, parfois des... Bon, moi je veux bien, mais il faut que les gens soient honnêtes en faisant la part des choses. Il y a les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais quand j'entends parfois certains intellectuels parler, ils tombent dans un angélisme qui est puéril pour faire croire que... Moi, je ne crois pas aux hommes messianiques. Je ne suis plus à ce stade-là. Non, on ne peut réussir que s'il y a une synergie d'action, s'il y a une fédération des énergies, on peut aller de l'avant. Mais croire que quelqu'un va tomber du ciel... Non, le temps des prophètes, c'est terminé. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, Donc, il faut qu'on repense tout cela avec un minimum d'honnêteté, que chacun sache que, bon, finalement, ce qu'il trouve irréprochable, est-ce que c'est irréprochable? Alors, nul n'est parfait, on est d'accord, mais il ne faut pas que les gens veulent blanchir des individus pour leur donner le bon Dieu sans confession. Non, ça aussi, ce n'est pas honnête et ça ne nous fait pas avancer. Créer une synergie d'action pour aller de l'avant, la CENI également a besoin qu'au niveau du territoire national, elle puisse déployer son matériel pour les opérations de vote. Comment vous abordez cette question-là avec la situation sécuritaire actuelle où on a également des déplacements de communautés, on a 220 000 déplacés internes. Espérons que d'ici à là, les choses se résolvent, mais comment vous intégrez cette donne-là dans les stratégies, dans les dynamiques en cours? Alors, c'est vrai que contrairement à 2015, nous devons organiser les élections en 2020 dans un contexte particulier. Vous l'avez rappelé, il y a 220 000 Burkinabés environ qui se sont déplacés ou qui sont réfugiés. Et parmi eux, il y a des électeurs. Exactement. Et qui avaient des bureaux de vote connus, qui donc avaient des bureaux de vote connus dans leur village, qui n'y sont plus. Alors comment est-ce que la CENI gère tout ça? Vous savez, cette préoccupation, elle n'est pas nouvelle pour la CENI. Nous avions mis ce point-là comme un point de discussion, et notamment comment traiter les aspects techniques qui permettraient à nos compatriotes qui se sont déplacés de pouvoir voter en 2020. Nous attendions beaucoup de dialogue politique, notamment pour ce point. Malheureusement, le dialogue politique n'a pas approfondi la question pour les techniciens que nous sommes. Le dialogue politique a convenu qu'il fallait, par principe, prendre en compte ces 220 000 personnes. Comment est-ce que ça va s'opérationnaliser? C'est à la CENI de réfléchir aux stratégies qu'il faut. C'est vraiment un point de préoccupation pour nous. Et dès le mois d'août, nous allons nous retrouver en plénière des commissaires pour discuter de la question. Et ça, c'est un gros morceau qui va mobiliser les commissaires pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et naturellement, pour réfléchir sur l'opérationnalisation des votes de ceux qui se sont déplacés, nous sommes obligés naturellement d'échanger, de discuter avec certaines structures. Il y a le ministère de la Sécurité, il y a le ministère de l'Action sociale, il y a le MATD. Il faudrait que nous rentrions en concertation avec toutes ces personnes-là pour voir comment orienter justement ce dispositif qui permettrait à nos compatriotes qui sont
sur le Qui territoire. sont déplacés internes, Voilà, de pouvoir... internes. Il y en a aussi qui sont des déplacés externes, qui sont réfugiés dans d'autres pays. Est-ce qu'on les prend en compte? Comment est-ce que ça se passe? Bon, ça va être en discussion dans les tout prochains jours. Beaucoup de travail donc, bien entendu, on n'oublie pas que dans ce dialogue, on a également évoqué des questions liées à la justice, au dialogue social, à l'efficacité du service public, à la relance économique et à la gouvernance économique. On a également parlé de la gestion du foncier. Mais peut-on dire, Serge Théophile Balima, que le plus grand défi actuellement reste la lutte contre l'incivisme, qui apparaît peut-être comme le dénominateur commun de nombre d'autres problèmes? Non, les problèmes sont liés. Vous savez, l'incivisme, c'est la conséquence d'une certaine évolution dans le contexte. Vous savez, après l'insurrection, il y a beaucoup de gens qui avaient soif de liberté, soif d'autonomie de pensée, qui pensent qu'il faut l'exprimer au point de désobéir et de pratiquer l'indiscipline. C'est une mauvaise compréhension de la liberté et je crois qu'il est temps de pouvoir mettre de l'ordre dans cette façon de faire parce qu'il y a des retombées dans tous les secteurs de l'activité nationale et ce n'est pas pour nous arranger. Si l'incivisme devient un comportement au quotidien, ce n'est pas de cette façon que nous allons aller de l'avant. Ce n'est pas très citoyen parce que les citoyens, c'est quand même... c'est un habitant qui respecte les lois, qui respecte les devoirs qui lui sont dévolus et qui travaille au développement de sa communauté. C'est ça le vrai citoyen. En dehors de cela, on ne peut pas parler de citoyens. Malheureusement, il y a des gens que l'on croit être des citoyens mais qui ne le sont pas. Même quand ils sont à des postes importants, ils n'ont pas de comportement citoyen. Donc, de ce point de vue-là, il faut que chacun se remette en cause une introspection qui doit commencer, c'est vrai, que ça commence par le sommet ou que ça commence par la base, mais en tout cas, chacun doit faire son introspection. Chacun doit faire son travail et son introspection. Tout à fait. Alors, peut-être que la CENI a quelque chose à dire aux électeurs potentiels, ceux qui se posent également ou toujours des questions. Bon, vous savez que l'une des missions de la CENI, c'est de contribuer à l'éducation citoyenne des électeurs par rapport à l'expression de leur suffrage. C'est une mission importante pour la CENI. Malheureusement, la CENI n'arrive pas à mettre en œuvre justement ce programme en dehors des périodes électorales. Et c'est vraiment dommage pour nous. Nous aurions souhaité que l'électeur, avant d'aller dans son bureau de vote, comprenne très bien quel est le sens du vote qu'il va faire et pourquoi est-ce qu'il vote et quand est-ce qu'il reviendra pour voter. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, si vous faites un sondage rapide, peu de gens savent qu'il y a des élections qui vont se dérouler en 2020. Peu de gens savent que le mandat d'un député dure 5 ans. Peu de gens savent que le conseiller municipal qu'ils ont élu là, et les conseillers municipaux qu'ils ont élus ont des mandats de 5 ans. Donc la CENI a pour mission justement de contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Éducation citoyenne qui revient également, attitude civique, donc rappel au civisme. Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 79 qui recevait pour vous Adama Kéré. Il est vice-président de la CENI. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Merci, M. Kéré, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est vraiment, je vais renouveler le remerciement par rapport à votre invitation. C'est vrai que nous ne faisons que notre devoir. Beaucoup de gens se posent des questions sur le processus électoral, sur le silence de la CENI. Je crois que c'est l'occasion pour nous de les rassurer que la CENI va bien et qu'ils doivent avoir confiance à la CENI pour réussir les élections de 2020. Et je pense qu'ensemble, nous allons réussir. La CENI ne peut pas réussir seule, sans la presse, sans les différentes parties prenantes du processus électoral. Nous allons donc tous y travailler également sur Périscope 79. Serge Théophile Balima, il est journaliste, ancien ministre, ancien ambassadeur. Vous êtes également professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication. Merci Serge Théophile Balima pour votre participation renouvelée à cette émission. Merci beaucoup. Merci.
Clarisse Benao a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité technique de Ismaël Amadou à la caméra, Rosalie Sawadogo au son, Aimé René Bassenga au synthé et au prompteur, Emmanuel Caboret était à la diffusion. Merci à cette joyeuse équipe qui m'accompagne chaque semaine dans la présentation de cette émission, sous la houlette de Jean Fofana à la technique et de Valérie Zongo à la production. Merci également à Théophane Ouedraogo pour la programmation. Mes invités et moi avons été maquillés par Madina Sanou. En vous remerciant également toutes et tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de Burkina Info, je demeure convaincu que nous continuerons de prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.